Bonjour mesdames et messieurs, chers partenaires. J'ai le plaisir de vous inviter aujourd'hui à nous rejoindre pour cette matinale des ponts dédiée à la construction bois. C'est la 22e matinale des ponts que nous organisons ici à la Maison des Ponts. Nous allons avoir 1h30 de débat, de présentation et d'échange avec la salle. Je vous demande, s'il vous plaît, d'intervenir donc soit au cours du débat pour que vos questions soient réinjectées directement dans le débat, soit à la fin où un temps d'échange sera prévu avec la salle et avec notre audience en ligne. Je cède la parole à Gilles Robin, directeur adjoint de l'école, qui va vous faire un mot d'introduction de cette matinale. Merci Marie-Christine. Écoutez, bonjour à toutes et à tous, dans à la fois ceux qui sont ici dans cette belle salle de la Maison des Ponts et puis ceux qui nous suivent en ligne. Bienvenue donc dans cette nouvelle matinale des ponts consacrée au défi de la construction en bois. Donc, je suis effectivement Gilles Robin, directeur adjoint de l'école des ponts, et je vous prie de bien vouloir excuser Anthony Briand, notre directeur, qui aurait aimé être parmi vous pour cette matinale. Alors cette matinale, je le rappelle, est conçue en collaboration avec Pont Formation Conseil, notre filiale de formation continue. Et nous sommes aussi très heureux qu'elle s'inscrive dans le cadre de notre partenariat avec Vinci et plus particulièrement avec la Fabrique de la Cité. Alors, le 19e siècle était le siècle de l'acier, le 20e celui du béton, et le 21e est et sera celui des matériaux renouvelables, dont justement le bois, comme une sorte de retour aux sources. Aujourd'hui, face au changement climatique, aux enjeux de sobriété, nous apprenons à redécouvrir son usage. Nous en prenons conscience. Nos ressources pour construire sont limitées et les enjeux de décarbonation nous forcent à utiliser des matériaux beaucoup moins émissifs. Le bois est donc appelé à jouer un rôle croissant et clé face aux défis qui sont devant nous. C'est un matériau facilement réutilisable et nous pouvons le produire localement. Pour la construction et dans un nombre croissant de conditions d'emploi et d'usage, il représente une véritable alternative au béton, qui plus est plus durable. Cela justifie donc pleinement d'intensifier les recherches sur le bois et les façons de faire appel à lui en substitution de matériaux à forte empreinte carbone. Élargir ces plages d'emploi, tel est l'enjeu. Cela justifie parallèlement de faire de la place à ce matériau en formation. Alors l'école, fidèle à sa tradition d'adaptation de toujours répondre aux enjeux de son temps, développe justement des recherches sur le matériau bois dans son laboratoire Navier. Plusieurs thèses sont actuellement en cours, dont certaines en collaboration avec le CSTB. En formation d'ingénieur, le matériau bois n'est pas oublié, fait même l'objet de plusieurs séances dans le cours de calcul de comportement des matériaux et le cours sur la construction en bois du master spécialisé génie civil et éco-conception est accessible aux élèves ingénieurs du département génie civil et construction. Ce programme de master spécialisé d'ailleurs fait une place de choix au bois à travers des questions d'éco-conception, de matériaux biosourcés, de réemploi. Le programme master spécialisé immobilier et bâtiment durable également aborde le sujet via le prisme de l'économie circulaire. Cette place faite aux matériaux bois est pleinement cohérente avec une de nos orientations stratégiques centrales de notre contrat d'objectifs et de performance avec l'État, qui est de former des ingénieurs de haut niveau, acteurs du développement durable, capables d'y apporter des contributions décisives et engagées au service des transitions écologiques, énergétiques et numériques. Merci donc à nos intervenants d'avoir bien voulu répondre à notre appel pour partager avec nous, avec vous, les défis de la construction bois, de nous donner à voir les retours d'expérience et de dresser les perspectives qui s'offrent à ce matériau. Je voudrais terminer cette introduction avec une petite page de pub concernant l'événement Transition en débat. Imaginez les futurs socio-écologiques, journée scientifique qu'organise l'école le 28 novembre prochain, dans quelques jours, autour de la sortie du nouveau numéro de sa revue Transition, intitulée Au pied du mur. Imaginez les futurs socio-écologiques. Cette journée est ouverte très largement et il est possible d'y participer à distance. Et l'inscription se fait via la page d'accueil de notre site internet à la rubrique Save the Date. Maintenant, avant de laisser la parole à Stéphane Lemonsu, je laisse notre filiale de formation continue, Chloé, vous dire en quelques mots ce que la construction bois représente dans son catalogue. Merci. Merci beaucoup, Gilles. Bonjour à tous.
Alors, je suis enchantée d'être parmi vous ce matin pour vous présenter notre nouveau parcours de formation qui est coordonné par Didier Sauvage, que vous aurez l'occasion de découvrir pendant la table ronde. Alors, c'est un parcours qui a été construit pour vous donner les compétences pour intégrer avec succès le bois dans vos projets de construction, tout en exploitant vraiment tous ses atouts. C'est un parcours d'une durée de 46 heures. Comme vous pouvez le voir, il y a des modules e-learning et des modules en présentiel. Et l'idée, c'est vraiment de vous donner les clés pour évaluer la faisabilité de votre projet en bois et derrière d'anticiper sa mise en œuvre. Notre équipe pédagogique est composée d'experts bois pluridisciplinaires. Donc Rodolphe Moffron est également parmi nous ce matin. Et en fait, cette équipe vous permettra, bon, bien sûr, il y aura bien de la théorie, comme à chaque fois, mais également de nombreux retours d'expérience. Et ils vous feront également travailler sur des cas pratiques qui vous permettront, en fait, à travers tous ces REX, d'appréhender beaucoup mieux le pilotage d'un projet de construction. Vous avez tous les détails du coup sur la plaquette avec les objectifs et l'ensemble des modules. À côté de ce parcours, on a également 2 autres modules de formation, un sur l'Eurocode 5 et un autre sur la réhabilitation des projets en bois. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Merci Chloé. Merci beaucoup pour cette présentation. Je récupère le micro et on passe tout de suite au tour de table de nos invités. Bonjour à tous, alors que j'égare mes feuilles. Et on va faire un bref tour de table avant de se lancer dans le débat pour cette matinale dédiée au défi de la construction en bois. Et on débute avec vous, Marie Joriot, coordinatrice du projet France Bois 2024 et directrice du master Amur à l'École des Ponts. Bonjour à tous. Alors, je ne fais pas les deux en même temps. En fait, donc ce matin, j'ai repris la direction du master d'urbanisme de l'École des Ponts, le master Amur, depuis juin, date à laquelle j'ai terminé de coordonner le projet France Bois 2024, dont je porte encore le petit badge. Ce que j'ai fait pendant 6 ans, donc pour la filière bois construction, projet qui portait sur les JO, comme son nom l'indique, pour tâcher de faciliter et de maximiser l'emploi du bois dans les Jeux. Et la filière m'a recrutée pour faire ça en 2018 parce que je venais justement du monde de l'aménagement, donc plutôt des donneurs d'ordre. Et ce qui me permet d'avoir une vision d'ensemble, en fait, à la fois des entreprises bois, de l'amont à l'aval, comme on dit, donc de l'amont forestier jusqu'à l'aval de la construction, et le lien avec la maîtrise d'ouvrage et le monde des bâtisseurs et comment les deux s'acclimatent mutuellement, c'est un des gros sujets, puisqu'effectivement, le XXe siècle a plutôt été le siècle du béton. Il faut changer les pratiques. Deuxième intervenant à vos côtés, Didier Sauvage, directeur bois construction à la CETEC. Bonjour. Bonjour. Effectivement, bureau d'études CETEC, donc on est un bureau d'études pluridisciplinaire. Et donc moi je m'occupe de l'activité bois construction depuis quelques années maintenant, puisque comme beaucoup d'acteurs de la construction, donc la volonté d'aller plus dans des voies renouvelables, bas carbone, et donc le bois évidemment s'est imposé, et donc on a monté une équipe d'ingénieurs avec aussi des projeteurs, et on fait des études d'exécution, on fait des études de maîtrise d'œuvre, structure bois. Et donc plus récemment, le village athlètes pour le lot E avec Nexity et Fagimo, un petit peu avant ça Hyperion à Bordeaux, en exé pour Eiffage, et puis là on est sur plein d'autres projets, donc voilà. Et on va reparler justement en début de nos échanges des exemples et des réalisations avec la construction bois. Sophie Ménet, directrice générale immobilier résidentiel chez GA Smart Building. La parole est à vous. Alors, un petit mot de GA. GA, on a la particularité d'être à la fois industriel, constructeur, promoteur et exploitant de nos bâtiments. Donc, on a vraiment l'intégralité de la chaîne avec, depuis 6 ans maintenant, l'intégration d'Ossabois, qui est donc notre filiale qui fabrique de l'ossature bois, avec 3 usines en France. Et donc, moi, je suis arrivée dans le groupe il y a 3 ans maintenant pour créer l'activité résidentielle et imaginer ce que serait demain, ce que l'on appelle la construction hors site,
qui est la spécialité de notre groupe. On a 150 années d'existence dans la construction hors site avec du béton historiquement et puis plein d'autres matériaux. Et puis de peu l'intégration du bois. Et donc du coup, comment on imagine le logement de demain en hors site et en bois. On poursuit avec Pierre Etchegoyen, responsable construction durable chez 3F. Oui, donc 3F, gros bailleur en France, hein, c'est 300 000 personnes que l'on loge, voilà, pour donner quelques chiffres. Et on est un industriel, pour reprendre le terme du logement, puisque l'on construit environ 10 000 logements par an, ça a le rythme de production. La moitié est fait par nos confrères promoteurs. Et une autre moitié, on a la particularité d'avoir un savoir-faire en maîtrise d'ouvrage direct, et donc de pouvoir maîtriser nos prescriptions et pouvoir du coup enclencher et développer nos stratégies du groupe sur nos constructions. Voilà, donc moi je suis là pour justement proposer des stratégies, les conforter, les améliorer. On a une démarche qui s'appelle 3F Climat chez nous, dans laquelle on développe notamment des sujets de décarbonation, des sujets d'adaptation au changement climatique. Et c'est dans ces thématiques-là qu'on va retrouver tout ce qui va être construction bois et notamment construction hors site. Et on termine avec vous, Guillaume Royer, chargé d'études structures au sein de l'AREP. Oui, bonjour. Donc l'AREP, c'est une filiale de la SNCF, donc un cabinet pluridisciplinaire aussi, qui fait avec beaucoup d'architectes et aussi des ingénieurs. On fait aussi de la recherche un petit peu. Donc moi, plus particulièrement, je suis issu plutôt du béton et du métal, et je me suis réorienté il y a 4-5 ans en bois, à travers une petite formation qui s'appelle le CHEB. Et donc je représente un petit peu le bois à AREP, où des innovations arrivent, et donc notamment c'est important pour tous les ouvrages stratégiques de demain que sont les gares et les pôles d'échange multimodal, tout ce qui est technicentre et lieu d'entretien du train et du ferroviaire. Donc voilà, je suis content d'être ici pour vous écouter. Et pour participer et pour donner votre avis sur notamment les réalisations. Allez, on plonge tout de suite dans cette matinale avec, une fois n'est pas coutume, on va débuter par des exemples de réalisation dans notre première partie pour comprendre ce qu'il est possible de faire avec le bois. Et Marie Joriot, je pense que vous nous avez apporté, je suis sûr, nous avons normalement prévu ça, vous nous avez apporté quelques exemples. On va surfer un petit peu sur l'actualité de cette année qui a été riche en événements. Pas besoin de nommer les Jeux Olympiques, mais tout le monde y pense. Et il y a eu toute une série de réalisations qui ont été menées, notamment avec le bois. On commence par quel exemple? Bon, alors si vous commencez par un exemple, c'est le centre aquatique olympique. Mais c'est important de tirer le bilan des JO parce que l'actualité, ça passe toujours très vite et on aura vite, on a déjà pas mal oublié. Ce qui est super dans les réalisations bois des JO, c'est qu'on a toutes sortes d'ouvrages en fait. C'est difficile de les dénombrer d'ailleurs parce qu'on en a certains, on a juste des menuiseries bois et puis on en a d'autres comme le centre aquatique olympique ou comme le village olympique où le bois est vraiment employé avec de l'innovation et dans toutes ses performances extraordinaires. Donc je cite le centre aquatique olympique parce que c'est une charpente bois qui a poussé très loin les curseurs d'innovation sur plusieurs plans. Mais évidemment, ce n'est pas le seul ouvrage bois des Jeux. Il y a des ouvrages extraordinaires, il y a des ouvrages qui sont plus classiques et banals. Et c'est ça qui en fait un bilan intéressant aussi, puisque l'idée, c'était de se servir des Jeux aussi pour acculturer beaucoup d'acteurs à la construction bois et la construction bois dans le quotidien pour faire du logement dans le village olympique. Il y a des écoles qui ont été réalisées sous la supervision de la Solidéo, qui est dans la salle, donc l'aménageur des ouvrages olympiques pour les futurs quartiers que deviennent le village olympique ou le village des médias. Donc il y a l'emploi du bois sous toutes ses formes, j'allais dire, c'est vraiment ça qui est intéressant. Il y a eu d'autres réalisations, la passerelle au-dessus de l'autoroute. Donc il y a eu des ouvrages d'art, effectivement, une passerelle au-dessus de l'autoroute A1. Des écoles au niveau du Bourget qui ont été aussi... Des écoles au niveau du Bourget, du village olympique, avec
alors les équipements publics classiquement sont un peu moins contraints par les réglementations incendie, donc on a du bois un peu plus sous toutes ses formes. On est plus sur, il y a eu la mode entre guillemets des immeubles tout bois portés par Adif Bois notamment, ce qui a permis de faire beaucoup évoluer les techniques et de pousser l'innovation. Je pense qu'aujourd'hui on est plus dans une époque de mixité où on essaye de mettre, comme tout le monde dit, le bon matériau au bon endroit, notamment sur le plan des performances carbone, mais pas que. Dans les écoles, on peut encore avoir presque du tout bois. Et puis, on a du bois dans les immeubles du village olympique qui sont en train de devenir des bureaux et des logements. On a plein de piscines réhabilitées ou construites où le bois a été utilisé. Donc, vraiment, une belle vitrine d'ouvrages que vous pouvez retrouver dans le livre qu'on a fait avec France Bois 2024, qui n'est pas à vendre, qui est à télécharger, parce qu'on n'a plus beaucoup d'exemplaires. Il y en aura sans doute à récupérer au Forum Bois Construction en février prochain. Vous pourrez le regarder pour ceux qui sont là. C'est sans doute plus respectueux de l'environnement de le télécharger que de le faire imprimer. Donc télécharger, c'est ça ? Ça se discute. Ok. Je ne sais pas. D'autres exemples de réalisation. Tiens, avec vous, Sophie Ménet, des exemples de réalisation récentes que vous avez menées. Je crois qu'il y a un démonstrateur, notamment. Alors, il y aura un démonstrateur, qui est en cours. Alors, effectivement, je rejoins complètement ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'on a... Alors, nous, on a 40 années de connaissances dans la construction bois via notre filiale Ossabois. Mais aujourd'hui, on se rend compte aussi de toutes les normes qui nous font face pour continuer à construire en bois et continuer à construire de plus en plus haut en bois. Donc effectivement, on a, pour parler de démonstrateurs, gagné l'année dernière un gros démonstrateur à la Défense, puisqu'on se lance en R&D au sein de l'entreprise dans la définition de quel sera le module bois, ou plutôt le module mixte, mais avec une base bien évidemment bois, qui va nous permettre de faire de la construction modulaire à 50 mètres en 4e famille. Donc ça veut dire la 4e famille, c'est globalement la famille la plus contraignante au niveau incendie, au-dessus du 10e étage. Guillaume, je crois qu'au niveau de la REP, vous avez réalisé aussi récemment quelques structures que les gens d'ailleurs peuvent côtoyer sans s'en rendre compte, non, au niveau de la gare du Nord, par exemple? Alors oui, tout à fait. Il y a eu une halle vélo qui a été faite sur la gare du Nord. Bon, alors la structure est en métal, mais il y a des poutres en bois. Il y a eu un petit ouvrage comme ça qu'on peut trouver pour rendre l'espace plus sympathique et plus accueillant, et qui fait aussi office de réemploi, qui est une source d'avenir et qu'il faudra sûrement en parler aussi. Didier, au niveau des réalisations récentes sur lesquelles vous êtes intervenu, juste pour avoir un aperçu global de ce qu'on peut réaliser aujourd'hui en construction bois. J'ai envie de dire qu'on peut toucher quasiment tous les domaines de la construction. On parlait des ouvrages d'art avec la REP. Nous, là, récemment, on travaille sur des passages faunes, sur des passerelles, ce genre d'objets-là. Des ponts bois aussi, à un moment donné, ont été questionnés sur des faisabilités, donc c'est pas allé au bout, mais on sent qu'il y a quand même des possibilités. Le CEREMA a produit un guide d'ailleurs à ce sujet-là, donc on est très positionné là-dessus. On travaille avec la FGC, etc. Donc ça, c'est pour tout ce qui est ouvrage d'art. C'est quand même le cœur de métier, j'ai envie de dire, de la CETEC. Donc c'est vraiment un secteur qui nous anime beaucoup. Mais après, il y a tout ce qui est logement. Marie en a parlé. Donc le village d'athlètes, forcément. Là, on travaille sur un projet de 200 logements à Brie-sur-Marne pour REI Habitat avec Archi 5. Donc sur des bâtiments R+5 et R+7 qui vont être peut-être, on va dire, la majorité de ce qui va se faire dans le futur, même si on aimerait aller plus haut, mais on va devoir attendre un peu potentiellement. Et puis après, tout ce qui est bureau, équipement public, donc on est un peu positionné sur tous ces sujets-là, avec plus ou moins de facilité ou de difficulté selon la conception et puis, surtout lié à la conception, moi je trouve, mais voilà. Pierre Etchegoyen, vous, de votre côté? Oui, alors je réfléchissais pendant que mes confrères parlaient. Du coup, je vais prendre un peu un contre-exemple pour pas aller sur les grands bâtiments et les plus de R+5. Nous, on va livrer une petite opération de maison accolée individuelle
qui représente aussi l'avenir de la construction, je pense, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut densifier différemment le pavillonnaire et créer un nouvel imaginaire autour de ça. C'est intéressant parce que c'est 10 maisons accolées qui ont été construites entièrement en bois et en béton de chanvre avec une filière ultra locale, puisque l'usine qui fournit les façades de l'ossature bois est à 30 km du chantier. Donc il y a aussi cette logique de circuit court, parfois qui peut être intégrée, pas tout le temps, mais lorsqu'elle peut l'être, c'est quand même intéressant, parce que du coup ça fait porter une cohérence du discours, une cohérence de territoire, et auprès des élus aussi, de pouvoir aller les voir, les convaincre de nos solutions, qui sont parfois atypiques, et de pouvoir porter ces sujets jusqu'au bout. Donc la construction bois, on voit que ça touche à plein de domaines. Quand on entend ça, quand on est un profane comme moi, on se demande de ce que c'est. Est-ce que c'est construire des maisons intégralement en bois, des immeubles intégralement en bois? Qui peut m'expliquer ce qu'on entend par construction bois? Marie, Sophie, je vous vois sourire. Non, c'est en fait, dans ce que disait Pierre, peut-être juste en remettant en reparlant du plus petit format, qui est le format de la maison, je pense que dans les quatre, on a oublié un élément, et puis je sais qu'il y a quelqu'un dans la salle qui en fait beaucoup, c'est aussi la surélévation. Parce que demain, construire la ville, c'est reconstruire la ville sur la ville. Et la construction bois, c'est aussi une vraie solution pour ramener de la surélévation légère, rapide et environnementale. Et ça, je pense que c'est aussi un des axes qu'on n'a peut-être pas cité tous les quatre. On est parti du plus petit au plus grand, mais on a aussi cette solution-là qui est importante. Parce que le bois, on entend beaucoup parler pour tout ce qui concerne les constructions neuves, mais pour de la restauration, de la réhabilitation, exactement. De la rénovation, le bois a sa place également. Exactement. Et donc, effectivement, quand on parle de surélévation, on parle aussi toujours et très souvent de rénovation énergétique des bâtiments. Et aujourd'hui, la rénovation passe aussi par des systèmes d'ossature bois qui sont en capacité de venir refaire de nouvelles façades sur de l'existant sans avoir des interventions massives dans le bâtiment. Donc c'est beaucoup fait chez les bailleurs sociaux et on commence à le voir de plus en plus aussi sur les copropriétés, et ça c'est un élément qui pour moi est important. On va mélanger un petit peu les deux points qui suivent, les opportunités du bois et finalement ce que c'est que de construire en bois. Quand vous parlez de ces surélévations, c'est lié à une des principes, enfin à une propriété du bois, c'est son inertie, sa faible inertie. Exactement. Alors après, quand effectivement le bois a une certaine inertie, globalement une inertie moins bonne que le béton, qui fait qu'on a quand même plutôt construit en béton pendant des années aussi pour ces raisons-là. Donc ça, c'est les défis qui se présentent à nous, c'est-à-dire de se dire, quand on vient travailler en bois, comment on vient remettre de l'inertie dans le bâtiment. Et c'est là où on va parler d'introduire une mixité de matériaux qui vont permettre de redonner à la fois l'inertie, mais aussi l'hygrométrie, qui est indispensable dans un bâtiment. Donc, par exemple, nous, systématiquement, aujourd'hui, quand on fait nos immeubles en façade, en ossature bois, on vient de travailler avec des isolants qui ont une forte inertie, une forte hygrométrie, de façon à avoir une très bonne réversibilité jour-nuit, et pouvoir affronter surtout la problématique des conforts d'été. Guillaume, sur cet aspect. Alors par rapport à vous parliez d'inertie thermique. Alors après peut-être sur l'aspect bois, légèreté, effectivement. Nous, c'est vrai qu'en structure maintenant en bois, on arrive à faire des portées beaucoup plus grandes. Et c'est vrai que ça peut aussi avoir un impact sur toutes les questions de bâtiments logistiques. Nous, par exemple, à REP, on a travaillé sur un technicentre avec une charpente entièrement en bois, donc un bâtiment de 400 mètres. Et donc c'est aussi un levier pour les bâtiments futurs, qu'on imagine forcément en métal. Et en fait, on a les possibilités et les capacités de faire des très grandes portées en bois, dans une certaine mesure. Didier Sauvage, ça signifie quoi donc construire en bois? C'est injecter du bois dans les constructions que l'on avait l'habitude de faire depuis l'après-guerre? Ouais, pour moi, c'est quand il y a une majorité de structures en bois, parce que en tant qu'ingénieur structure, forcément, ça va être un peu mon angle de vue. Mais après, comme ça a été dit, on peut aussi faire de la rénovation, de la surélévation, etc. Alors chacun aura sa définition de ce que c'est qu'un ouvrage en bois, mais pour moi, c'est quand il y a une dominante structure bois. Et qu'ensuite, alors ça peut être du 100%, du 80%, du 60%. Il y a des variables, évidemment, mais pour moi, c'est quand il y a une structure bois qui est porteuse, forcément.
Et donc là, ça, pour moi, c'est là qu'on parle d'ouvrage bois. Voilà, pour moi, c'est la base. Après, si c'est plus des ouvrages où on a une structure autre que du bois et où on vient avec des façades rapportées ou des choses comme ça, c'est plutôt un ouvrage mixte pour moi dans lequel on vient mettre du bois. Mais voilà, si on veut aller sur la définition même, mais je pense que bon, c'est pas super important au final. Marie Joriot. On peut mettre des chiffres. Après, il y a eu une période où effectivement il y avait un peu chacun donné sa définition de à partir de quand un immeuble était en bois. En fait, ça veut rien dire. Moi, je disais souvent, les cuvettes des toilettes ne seront jamais en bois. Donc, évidemment, il y a toujours une mixité de matériaux. Je donne un chiffre, puisque je travaille aussi pour Fibois Île-de-France, qui est en train de réfléchir à ce que c'est le pacte bois biosourcé à l'horizon 2030. Donc, il y a un chiffre qui a été défini, c'est 10 kilos de bois par mètre carré de surface de référence. C'est le minimum pour pouvoir rentrer dans le pacte. Bon, ça permet de faire un immeuble avec des façades ossature bois et pas de structure, pas de plancher. C'est un minimum. Ce qui est génial avec le bois, c'est que ça peut servir en structure, ça peut évidemment servir en seconde œuvre, en aménagement, ça on l'a moins oublié qu'en structure, et ça sert aussi en isolation avec la laine de bois et la fibre de bois, donc c'est quand même un matériau, sans parler des ouvrages, des matériaux issus de la biochimie, donc c'est vraiment un matériau hyper complet. Effectivement, en construction bois, on parle plutôt de bois d'œuvre, en fait, d'utilisation de bois d'œuvre. Vous avez répondu à la question que j'allais vous poser. Quels éléments en fait sont concernés aujourd'hui dans la construction bois Je sais qu'il y a aussi des planchers. Est-ce qu'on peut donner deux, trois exemples? Je crois qu'on peut quasiment tout faire avec le bois, ça c'est sûr. Après, ce qui est intéressant aussi, alors, un des gros défis, c'est la rénovation aussi des bâtiments. Et donc là, on peut s'interroger de savoir comment on va positionner le bois. Alors, il y a déjà des pistes qui existent depuis longtemps. Donc, c'est toutes les enveloppes qu'on peut faire, notamment en ossature bois, isolées, etc. Donc, ça, c'est déjà le cas depuis longtemps. Mais peut-être qu'il y aura d'autres pistes, notamment des reprises d'œuvres à l'intérieur des bâtiments, etc. Donc, la rénovation, c'est quand même le gros du marché de la construction dans les années à venir. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de bois quand même dans la construction neuve, mais c'est vrai qu'en rénovation, surélévation, etc., il y aura beaucoup de choses à faire. Et voilà, ça va nous demander de travailler encore plus ces sujets-là, je pense. Je crois que c'est 37 millions de bâtiments en France, 1% de neuf construits chaque année et 60% à rénover sur le reste. Donc, si je ne me trompe pas, donc effectivement, c'est le gros du travail. Quelles sont les vertus du bois? Pourquoi l'utiliser? Est-ce qu'on peut lister les avantages de cet élément? Allez, vous avez peu parlé, Pierre. Ouais, d'abord, je vais rebondir sur ce qui a été dit. Avec plaisir. Alors, sur la partie structure, notamment, je comprends l'appétence de Didier, c'est normal, c'est un bureau d'études. Je suis plus réservé en tant que maître d'ouvrage. Moi, je trouve que le bois, notamment en logement, alors justement, il se prête très bien en façade, il se prête très bien dans les verticaux, et à noter qu'il se prête beaucoup moins bien dans les horizontaux, par exemple. On a quand même des sujets, lorsqu'on est Cercal, certifié HQE, sur des sujets de basse fréquence, en acoustique dans nos logements. Bon, par exemple, on a eu le cas. Et il faut savoir que l'acoustique, pour nos usagers, c'est le premier sujet qui ressort dans nos questionnaires de satisfaction. On peut livrer un bâtiment qui est écart d'argent quand on a obtenu le prix la semaine dernière. Pour autant, si l'acoustique n'est pas gérée, elle n'est pas gérée et les gens ne sont pas contents. Voilà, donc petite vigilance sur une construction bois. Effectivement, des 10 kilos. Alors 10 kilos, on peut faire 10 kilos très rapidement en fait. Donc, du coup, une construction bois, ça englobe beaucoup de choses. Mais voilà, moi j'aurais une vigilance là-dessus en logement. Moi, sur les vertus du bois, pour répondre quand même à votre question. Avec plaisir. Il y a une vertu au sens pour moi où le bois est un composant industrialisé. C'est-à-dire, on ne va pas vous mettre un arbre comme poteau. Ça serait très joli, ceci dit, mais on ne met pas. Le bois, il est travaillé, il a une première ou une seconde transformation. On peut même mettre des corps d'état rajoutés dessus. Si on parle de façade, on peut mettre des menuiseries, on peut mettre de l'isolant, on peut mettre des parements, on peut mettre du pare-vapeur, on peut mettre etc., etc. On peut faire des modules 3D, comme Sophie l'a indiqué. Donc pour moi, le bois a cette vertu d'être déjà dans une logique d'industrialisation de la construction. Et cette industrialisation, elle nous oblige aujourd'hui, elle nous est vraiment imposée, parce qu'il faut vraiment qu'on change notre façon de construire, radicalement. Enfin, là-dessus...
En tant que maître d'ouvrage, moi, je n'en peux plus d'avoir des chantiers qui durent 30 mois, des fois, en logement. Encore l'État séparé, avec des entreprises qui sont défaillantes, qui savent parfois plus comment faire pour s'en sortir, des conditions pour les ouvriers qui sont quand même délicates. Et il faut qu'on change la qualité de nos productions aussi. Voilà. Et donc, le bois a cette vertu d'être déjà un composant industrialisé, de répondre à ce qu'on appelle la construction hors site. La construction hors site, c'est quoi, hein? Ça peut être du 1D, ce qu'on appelle du filaire, poteau, poutre, 2D, des panneaux, planchers, 3D, des modules, voilà, des composantes, salles de bain préfabriquées. C'est ça la construction hors site, ça englobe tout ça, mais qui est fait en usine avec des contrôles qualité, une démarche, de l'outillage adapté, et qui permet de délocaliser une partie du chantier, hein, pas tout, une partie seulement du chantier. Il y aura toujours des chantiers traditionnels, il ne faut pas s'inquiéter. Et le bois, comme on dit souvent, alors le béton, le métal peuvent être de la construction hors site, mais n'en sont pas nécessairement. Comme on dit souvent, le bois est par définition de la construction hors site. Et pour moi, ça, c'est vraiment une de ses vertus. Avec notamment très peu de déchets dans la production des pièces, j'imagine. Alors effectivement, c'est un des gros atouts de la construction hors site et puis du bois d'une façon générale. Je rejoins ce qui a été dit. En fait, le bois, il permet vraiment d'avoir un système industrialisé. Donc quand on travaille dans une usine, hein, très simplement, on n'a pas du tout de déchets. Hein. Nous, dans les usines aujourd'hui, bois, on est à plus de 99% de déchets recyclés puisque on part... d'éléments assez simples, hein, qui sont des poutrelles en bois et qui vont être découpées en fonction des besoins qu'on va avoir pour venir fabriquer des cadres qui vont être des cadres de plancher, de murs, pour être assemblés et donc partir des usines avec le plus possible de corps d'état intégrés dans l'élément. Donc effectivement, très très peu de déchets. Moi, j'ajouterais aussi que la grosse qualité du bois pour, à titre personnel, vivre dans une maison en bois, je n'ai toujours pas rallumé mon chauffage chez moi. Et donc ça, c'est un élément qui est indéniable. C'est-à-dire qu'on a vraiment une vraie qualité de vie. Il y a un ressenti dans un immeuble en bois et dans une maison en bois qui fait que naturellement, vous n'avez pas de sentiment d'humidité. Et il y a un très très bon niveau de confort. Aujourd'hui, nous, tous les logements qu'on commercialise avec une grosse partie de bois, alors je rejoins, pas forcément toujours la structure bois, parce qu'on est quand même rattrapé par un truc qui s'appelle les pompiers en ce moment. Hein. Mais on reviendra après sur donc on va revenir sur la réglementation. Forcément, donc nous, on aimerait en faire lois. plus, mais souvent, on est obligé de faire un petit pas en arrière, des fois. Mais on arrive quand même sur de la construction neuve actuelle, à proposer des seuils environnementaux qui sont très élevés, donc des niveaux 2028 ou au-delà, mais surtout à garantir à nos clients des consommations dans les bâtiments qui sont très 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 faibles. On est de l'ordre de 5 € du mètre carré par an. Et ça, très clairement, c'est grâce à l'usage du bois, grâce à l'usage de FOB ou de MOB, donc c'est les fameux murs mentaux ou rapportés ou structurels, parce que j'ai un expert structure à côté de moi, mais qui nous permettent effectivement d'avoir toute cette qualité dans le logement et donc une très très faible consommation. Guillaume Royer, vous m'avez confié que vous étiez tombé un petit peu amoureux du bois dans votre formation. Non, mais que vous aviez découvert toutes ces possibilités et effectivement ces vertus, et que vous avez donné envie de poursuivre dans cette voie. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs points qui sont très positifs avec le bois. Comme vous l'avez dit, c'est tout l'aspect préfabrication. Bon, le premier, c'est du coup qui amène de la rapidité, du confort pour les riverains lors de la construction, donc il y a moins de bruit. Et puis donc dans un second point, on pourrait parler du fait que du coup ça stocke du carbone. C'est un des points essentiels. J'avais posé la question, pourquoi on utilise du bois aujourd'hui? Pourquoi on revient au bois? On stocke du carbone. Aujourd'hui, il y a, pour citer les travaux de thèse de Pierre Navarro-Burtin, qui travaille sur un peu justement comment trouver l'équation entre l'économique et le maximum de carbone. Par exemple, on va trouver des structures mixtes, par exemple avec des poteaux-poutres béton, avec plutôt des portées assez courtes, et des planchers bois en CLT. Et ça, par exemple, ce genre de choses a amené à une vraie baisse, une vraie performance dans le bâtiment d'un point de vue du carbone.
Aussi, le bois est très porteur des nouvelles filières de la construction, notamment bois terre-paille, enfin, comme son nom l'indique. Donc tout ce qui est isolant paille et tout ce qui va être justement la terre crue, ou les matériaux qu'on va avoir à disposition à proximité des chantiers où on va construire. Donc le bois va aussi porter ce genre d'initiative, de mariage, de mixité. Et va porter peut-être la recherche aussi dans cette direction-là pour pouvoir construire encore plus bas carbone. Voilà, je sais peut-être si vous voulez rebondir. Ouais, je crois qu'on n'aura pas assez de temps pour dire tout le bien, qu'on pense du bois, mais non, mais voilà. Après, moi, forcément, en tant qu'ingénieur structure, ce qui me fascine le plus, c'est la polyvalence qu'offre ce matériau, à bien des égards, au niveau mécanique, au niveau des produits qu'on peut trouver, les essences différentes, etc. Mais après, des fois, je me dis aussi que ce qui est encore plus fabuleux, c'est que quand on construit en bois, on fait du bien à la forêt, en fait. C'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que quand on prélève comme il faut, et qu'on met en œuvre ce bois, donc au-delà de l'aspect carbone, on fait du bien à la forêt parce que ça permet d'entretenir la forêt à condition qu'on le fasse correctement, et de fait, ça fait du bien à tout le monde. Et puis après, ça fait vivre plein d'écosystèmes, parce qu'en France, il faut savoir que partout, sur tout le territoire, il y a l'écosystème bois qui est présent avec des réelles compétences, etc. Et donc, c'est vraiment une filière qu'il faut chérir, à mon avis. Et voilà, quoi. Mais c'est cet aspect-là qui me fait le plus vibrer, on va dire. Marie Joriot, sur ces vertus du bois, sans revenir sur l'aspect environnemental, on l'abordera en troisième partie. Je ne peux pas ne pas revenir sur l'aspect environnemental, mais effectivement, l'aspect des développement économique local est essentiel. Et d'ailleurs, dans les jeux, il y a tout un volet pour pousser l'emploi de bois français, d'un point de vue socio-économique, mais aussi d'un point de vue environnemental, comme l'a dit Didier. Le bois, le mot n'a pas été dit, c'est un matériau renouvelable. Et les forêts, la biomasse, c'est notre seul puits de carbone maîtrisé à ce jour. C'est-à-dire que la neutralité carbone en 2050, sans les forêts, on ne sait pas la faire. Les forêts ne sont pas en bonne santé par ailleurs. Donc ce puits de carbone n'est pas... Je vais pas être trop longue, mais... en tout cas, on ne sait pas mieux faire que des matériaux qui poussent, avec des questions sanitaires et des préoccupations sur la capacité de la forêt à se renouveler dans le contexte actuel. Donc, effectivement, on est tous très enthousiastes sur les diverses propriétés de ce matériau, qui est, avant d'être un matériau, qui est je ne trouve pas le mot, j'allais dire un produit. Non, pas du tout. C'est un être vivant, pour le dire comme ça. Oui, parce que vous m'avez repris, on ne parle pas de ressources, on ne parle pas de gisement. C'est un être vivant, le bois, la forêt. Donc ça pousse et donc on fait très attention, on le respecte, on l'utilise. Juste un état des lieux, puisque vous connaissez particulièrement de la filière. On va s'y plonger. Quel est l'état des lieux aujourd'hui de la filière bois et quels sont ses enjeux aujourd'hui ? Je ne vais pas faire l'état des lieux de la filière. Il y a des collègues dans la salle qui pourraient le faire mieux que moi. Plutôt les enjeux en fait de développement, parce qu'on a cité toutes les vertus du matériau, mais aujourd'hui encore, le bois, c'est 4% des logements collectifs. Alors, comment on compte, à partir de quand on compte et tout, c'est ça la question. Hein. Mais on part de très bas, malgré tout. Et donc les enjeux, c'est notamment avec le développement des projets de rénovation, de surélévation, donc de refaire la ville sur la ville, comment on peut privilégier le matériau. Il a des emplois pour les bâtiments tertiaires et industriels, et effectivement les entrepôts, ce genre de choses, beaucoup de performances. Donc il y a quand même des perspectives de développement qui sont importantes, en lien avec l'évolution des normes environnementales, hein, notamment les seuils de la RE 2020 qui vont faire baisser les bilans carbone. Et donc d'importantes perspectives de développement qui passent aussi par plus d'industrialisation, par le développement de l'appareil industriel, notamment français. Et dans les pactes bois biosourcés, par exemple, comme outil, on incite aussi à quand même se préoccuper de la traçabilité du bois, c'est-à-dire de s'assurer que les bois sont issus de forêts gérées durablement, parce qu'en effet,
si ce n'est pas le cas, tout ce qu'on raconte sur le puits de carbone et tout ça n'a pas de sens. Et qu'ils proviennent le plus possible de France, voire de plus proche quand ça a du sens. Aussi d'Europe, hein. Oui, d'Europe. Dans cette logique de prendre soin de la forêt et de ce puits de carbone. Il y a notamment le sujet montant de comment on utilise en construction ce qu'on appelle les bois de crise, c'est-à-dire que les bois qui font l'objet les arbres qui font l'objet de coupes sanitaires parce qu'ils sont touchés en particulier par les scolytes, mais pas que, donc dont la prolifération est due au réchauffement climatique. C'est 10% des coupes aujourd'hui. Et on peut les utiliser en construction sous certaines conditions. Il faut aller assez vite. Donc il y a un système d'économie circulaire finalement pour que les projets de construction puissent mettre en œuvre ces bois. Et c'est un très gros sujet à la fois de culture, de diffuser cet enjeu-là et ces façons de faire. Donc ça, c'est des sujets vraiment assez récents. Oui. Allez-y. Non, je rebondais là-dessus sur le bois de crise, mais c'est vrai que la filière bois, elle est dimensionnée pour récolter à peu près 50 millions de mètres cubes de bois. Et en 99, une tempête a fait 150 millions de mètres cubes. Donc ça fait du bois qu'il faut pouvoir stocker et en fait, on se retrouve à plus souvent le brûler ou on le transforme en bois énergie, en bois industrie, bois énergie. Enfin voilà. Donc c'est vrai que c'est une question du stockage du bois de ce bois de crise qui est une vraie question. Quels sont les enjeux pour vous quand on parle de bois en termes de peut-être de métier, de besoins? Est-ce que je pense qu'il faut qu'à toutes les échelles de la construction, il faut que tout le monde se monte en compétences, ça c'est sûr. Parce que, alors je prêchais pour un peu ma paroisse, enfin en tout cas le domaine dans lequel je travaille, on s'aperçoit que c'est beaucoup par le biais de la conception quand même. On en a parlé tout à l'heure, de connaissance du matériau évidemment, mais de ses qualités, etc., qu'on peut arriver à maximiser en fait les qualités dont on a parlé, et que encore trop souvent à mon avis, mais bon, il y a plein de raisons à ça, on se retrouve avec des conceptions qui ne sont pas toujours bien adaptées à ce que le bois propose en termes de système constructif ou de matériaux d'entrée. Et de fait, voilà, il faut que tout le monde continue de monter en compétences, aussi bien, alors ça va depuis la maîtrise d'œuvre, en passant par la maîtrise d'ouvrage aussi, les entreprises de construction, puisque les entreprises de charpente, bien souvent, connaissent quand même bien leur métier, mais après, on voit que de plus en plus d'entreprises générales s'y mettent aussi. Et donc là, il y a un besoin aussi de monter en compétences, j'imagine. Voilà, donc pour moi, c'est sur cette partie-là que je pouvais m'exprimer. Alors, Sophie Ménet, d'abord, et Pierre Ntchegoyen par la suite. Je veux bien reprendre sur le sujet, parce que là, pour le coup, moi, je suis arrivée avec une conviction, c'est qu'il fallait qu'on fasse toutes nos conceptions en bois, et en maximisant le bois. Et je me rends compte, au bout de 3 ans, de toutes les difficultés que ça a, avec un secteur qui a que des réflexes béton et qui n'a que appris à concevoir en béton. Donc en fait, on passe un temps dingue à former les gens, à les reformer, à expliquer des choses. Et là, je vais prendre la casquette d'industriel que nous on est, puisqu'on a beaucoup parlé du fait que le bois, c'était industriel. En fait, depuis en tout cas que je suis dans l'entreprise et que je travaille avec l'industriel que nous avons, on développe des process bois qui ont été développés pour les JO ou autres, et on a des normes qui globalement changent tous les jours. Donc tout ce qu'on a fait il y a 2 ans, en ce moment, on est en train gentiment de le remettre à la poubelle et de recommencer à zéro, et on n'arrive pas à stabiliser des conceptions parce qu'on a un cadre réglementaire qui change en permanence. Et ce que je vois dans ma filière à moi, qui est la filière de la promotion immobilière, donc ceux qui sont à l'origine de comment on va construire, comment j'imagine que je vais faire mon bâtiment à cet endroit-là, quelles consignes je vais donner à mon architecte ou à mon bureau d'études, je ne sais pas comment les gens qui n'ont pas le côté industriel que moi j'ai
sont capables de donner réellement de vraies consignes dans un environnement qui est très instable. Et aujourd'hui, on voit l'AFPI redemander à tout le monde d'arrêter de parler de la RE 2030 et autres, de revenir en arrière, parce qu'en fait, on revient sur des acquis qu'on maîtrise. Et donc, je pense qu'un des leviers fondamentaux, si on veut construire plus en bois, si on veut plus construire plus en hors-site, si on veut être meilleur en conception pour qu'effectivement les industriels soient en capacité de répondre à la demande, il faut qu'on arrive à stabiliser des conceptions, il faut qu'on arrive à stabiliser des modes constructifs qui soient reproductibles. Et qu'on arrête de faire des démonstrateurs. Les démonstrateurs, ils ont été faits. Maintenant, quel enseignement on tire de chacun des démonstrateurs? Comment on stabilise les choses pour se dire, maintenant, quand je fais du logement, je sais que ce type de plancher, mixte ou pas mixte, il est possible. Que ce type de façade, mixte ou pas mixte, c'est possible. Mais que ce soit réellement reproductible. Et qu'on arrive à avoir des concepteurs qui ont des réflexes, ont des coûts maîtrisés, et derrière que des entreprises sont en capacité d'y répondre. Ça pourrait répondre en partie à ce que vous disiez, à gérer aussi la ressource et à la préserver. Pierre Etchegoyen. Oui, alors du coup, Sophie, je te remercie. Tu as dit ce que je voulais dire. Non, il y a deux idées là, du coup, qui sont développées. Il y a une idée d'écosystème, en fait, et il y a une idée de réglementation, enfin de cadre réglementaire, et comment est-ce qu'on est confortable et comment est-ce qu'on a de la visibilité par rapport à ce qu'on fait quand on est maître d'ouvrage, notamment. Sur l'écosystème, je rejoins ce qu'a dit Didier vraiment à 100%. On a un sujet de montée en compétence, effectivement, de tous les acteurs sur le sujet. Je penserais qu'en 2024, on y serait. En fait, on n'y est pas encore, donc il ne faut pas tout à fait être naïf par rapport à ça. La construction bois n'est pas encore suffisamment développée pour croire et penser que tout est bon et tout est OK. Enfin, je pense. Hein. Donc il faut être très vigilant là-dessus, notamment quand on est maître d'ouvrage public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille en concours d'architecture. Hein, donc ça veut dire qu'on a une phase de conception sans entreprise, sans forcément un savoir-faire industriel qui est là. Ça veut dire qu'il faut la compétence, soit côté maîtrise d'œuvre architecturale, soit côté bureau d'études, soit les deux. Hein, ça c'est encore mieux. Donc il y a une vigilance vraiment là-dessus à avoir. Et je pense que la maîtrise d'ouvrage public, nous en tout cas on essaie de le faire chez 3DEF en tant que bailleur, et d'autres bailleurs le font, essaye aussi de challenger les pratiques et les codes qui nous imposent un process. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait travailler ensemble plutôt les acteurs, comment est-ce qu'on rapproche le monde industriel, le monde de l'entreprise, lorsqu'on est en loi MOP, enfin c'est des sujets, pour qu'effectivement le savoir-faire industriel que tu évoquais, c'est-à-dire comment est-ce qu'on dessine, comment est-ce qu'on fait une FOB, avec tout ce qui nous contraint, comment est-ce qu'on l'intègre. C'est des vrais sujets, voilà, il y a beaucoup de réflexions autour de ça. Nous, le 3DEF, on est très contributeurs sur le sujet, on fait des expérimentations de process, pour justement essayer de rassembler tous ces acteurs-là. Donc ça, c'est le premier sujet. Et puis, je rejoins à 100% sur la réglementation. Je crois qu'on va en parler après. On va en parler juste après. Voilà. Et on a un vrai enjeu là-dessus de stabilité, de visibilité, de partage. Il y a un travail formidable qui a fait la Solidéo de partage, de retour d'expérience, qui participe, à mon sens, justement à démocratiser les solutions. Et ça, c'est vraiment des travaux qu'il faut continuer à mener. Vous l'avez dit, il y a une nécessité, quand on utilise du bois, d'avoir une connaissance commune et d'organiser toute la chaîne autour de ça. Parmi les vertus du bois, vous ne l'avez pas cité tout à l'heure, pourtant vous m'en avez parlé en préparant cette matinale, il y a aussi les conforts de chantier. Est-ce que quelqu'un veut... On en a un peu parlé quand on parlait de construction hors site, en fait, tout à l'heure, je crois qu'on l'a un peu mentionné. Oui. Mais est-ce que c'est aussi des arguments pour, effectivement... J'ai parlé des ouvriers, on peut parler des riverains, tu en as parlé. Ça aussi, tout à fait. Non, mais je te laisse après la préfabrication. Ça arrive par camion sur site, on lève, on pose. Quasiment en une journée, on peut faire Enfin, j'en sais rien, ça dépend de l'étage, de la grandeur du bâtiment, mais ça peut aller assez vite en fait. Finalement, c'est plus la conception, plus on met du jus de cerveau au démarrage avec le bois, plus en fait à l'arrivée, on peut aller très vite dans la pose. Et utiliser certains éléments aussi en bois, ça nécessite des connaissances de tous les corps de métier pour éviter effectivement de détériorer ce qui a été utilisé. Oui, alors effectivement, quand vous parlez de rapidité de chantier, c'est sûr que plus on va aller sur des éléments dits 3D, plus on va embarquer de corps d'état qui seront faits en usine. Donc, bien évidemment, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Hein. Sur un immeuble qui est full 3D, on peut avoir des délais qui sont divisés par 2, voire plus. Et effectivement, généralement, ce qu'on nous dit sur les constructions bois en chantier, 1, il y a la notion de délai, 2, il y a la notion de propreté.
ça fait pas de bruit. Et nous, on a eu un retour très positif. Alors, c'était à Monaco, hein, voilà, mais on a construit un immeuble de bureau en bois, 3000 m², 3 semaines. Et le retour des voisins, c'était de dire ça sent bon. Et alors ça, on nous l'avait encore jamais fait. Je vous voyais réagir, Didier, non? Si, bah, je peux donner des anecdotes aussi. Non, peut-être pas sur les anecdotes, mais sur les nécessités de connaissances techniques. Est-ce qu'aujourd'hui, on voyait tout à l'heure ce que propose l'école des ponts pour accompagner aussi les acteurs du BTP. Est-ce qu'on a un niveau de connaissance suffisant? On connaît, et on va basculer gentiment vers justement la question des normes, des réglementations. Est-ce qu'on connaît effectivement tous les impératifs liés à l'utilisation du bois? Est-ce que on a effectivement aujourd'hui une culture. L'un d'entre vous, et je crois que c'est vous, Guillaume, qui me disait, on a des spécialistes du bois, mais on n'a pas de spécialistes généralistes du bois, en fait. Dès qu'on s'adresse à quelqu'un... Enfin, quels sont les besoins en termes de... Enfin, pour donner toute sa place au bois aujourd'hui dans la construction, tel que c'est exigé et tel que chacun veut l'utiliser, puisque le principal enjeu, c'est notamment les émissions de gaz à effet de serre. Je pense que ça a bien progressé, parce que nous, on enseigne à l'école des ponts, par exemple, et on voit que chaque année, en tout cas tous les 2 ou 3 ans, sont alloués plus d'heures au bois, mais à un moment donné, il y a aussi une limite, voilà, et il ne faut pas négliger le béton, l'acier, parce qu'on en a besoin aussi, donc voilà. Donc ça progresse. Dans les écoles d'archi, je ne sais pas, mais ça serait plutôt pas mal de monter aussi à ce niveau-là, parce que nous, moi j'adore les relations qu'on a avec les architectes, c'est très riche. Et c'est vrai que quand on arrive au moment du projet, c'est pas à ce moment-là qu'on forme les gens, quoi. Il faudrait déjà que tout le monde soit déjà bien sensibilisé, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc à ce niveau-là, voilà, c'est à voir. Et puis après, effectivement, peut-être développer plus tout ce qui est relation avec l'entreprise, quoi, parce que c'est vrai que quand on parle préfabrication, hors site, etc., c'est encore un autre domaine. C'est-à-dire que nous, on enseigne beaucoup la conception, les calculs, etc., voilà, les compositions de parois, enfin des choses, pas mal de choses techniques. Mais après, il y a la connaissance de la fabrication. C'est quand même encore autre chose, le levage, le transport. Tout ça, ça fait que, en fait, quand on veut réussir un projet bois, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur qu'il faut connaître quand même. En fait, c'est un peu ça la problématique entre guillemets, quoi. Est-ce qu'il y a des craintes encore techniques ou vis-à-vis du matériau qui sont exprimées par certains? Moi, je vais en donner une parce que cette semaine, j'ai perdu une surélévation à Neuilly, avec tout le monde qui nous a dit vous avez le meilleur projet, le plus rapide, au-dessus d'un commerce. Et en fait, le propriétaire nous a dit je vous ai pas pris parce qu'en fait, vous étiez en bois, avec le bois, ça brûle. Et encore aujourd'hui, en 2024, on a ce genre de remarques avec des experts. Et donc ça, je pense quand même que ça reste. Et on en parlera tout à l'heure, mais des pompiers qui véhiculent aussi cette information. Et donc, ça reste quand même un vrai frein aujourd'hui dans un certain nombre de projets. Marie ? Oui, je pense qu'on est entre eux convaincus et il y a de plus en plus de professionnels convaincus et qui utilisent le bois, mais il y a encore une majorité, je pense, quand même de professionnels de la construction dans toute la chaîne qui n'y ont pas eu affaire ou qui ont encore ce genre d'idées préconçues. Donc le travail qui n'est pas évident, qu'on essaie de faire pour France Bois 2024, que les filles bois font, que la filière continue à faire, c'est de s'adresser, de faire progresser ceux qui sont déjà devant et qui se heurtent aux problèmes réglementaires et à tout ce qui a été dit. Mais il y a encore beaucoup de gens, c'est pas forcément pas à convaincre sur le bien fondé, mais en tout cas à franchir certaines barrières. Et c'est vraiment toutes les catégories d'acteurs, ça a bien été dit. Ça part des élus et des donneurs d'ordre, aussi des maîtres d'ouvrage. Moi, dans mon master d'urba, j'ai mis un cours bâtiment durable sur lequel on parlera construction bois. Ça n'existait pas, ça, il y a quelques années, parce que les aménageurs et les agents de collectivité ne se préoccupaient pas de comment on construisait. Maintenant, ça, c'est plus vrai, mais du coup, il faut les former à leur niveau de maîtres d'ouvrage ou d'urbanistes, former les maîtres d'ouvrage des bâtiments,
les concepteurs. Et puis, à l'extrémité de la chaîne, ce qu'on a fait pour les JO est un petit outil qui était très utile, c'est pour les compagnons présents sur le chantier, qu'ils soient plombiers, qu'ils soient électriciens, comment on fait quand on est dans un chantier bois. On ne va pas aller percer les parois et tout ça comme si c'était du bout de béton et reboucher derrière. Donc il y a vraiment tous les acteurs à englober, c'est un sacré défi. Guillaume Royer. Oui, du coup, c'est vrai que par rapport au logiciel de conception, il y a aussi les concepteurs à former. Et souvent, on se retrouve avec aussi des architectes ou concepteurs qui vont avoir une envie de finesse et dans les poutres, qui du coup, on va se retrouver à concevoir un bâtiment en bois. Et en fait, ça va être peut-être trop grossier. Et donc ça va finir, ça peut transformer dans une des étapes de l'UAMOP en béton, en métal aussi pour des raisons, pas que feu, mais aussi pour des raisons de grandeur de poutre, quoi. Mais ouais. Et pour revenir sur l'aspect formation, quand le Carbone 4, l'entreprise Carbone 4 a fait une étude l'an dernier qui a duré 2-3 ans avec toute la filière bois pour évaluer un petit peu faire une feuille de route d'ici 2050. Enfin, vous le savez, vous connaissez. Et dans cette feuille de route, ils évaluaient un besoin de 50 000. Donc là, aujourd'hui, il y a à peu près 400 000 personnes qui travaillent dans la filière bois. En 2050, c'est évalué à 450 000. Donc c'est vrai qu'il faut amener 50 000 nouvelles personnes à travailler dans le bois. Effectivement, ce que nous, on voit en tout cas à REP, c'est que j'ai l'impression que les jeunes qui sortent de formation vont plutôt aller dans des bureaux d'études très spécialisés en bois, vu toute l'implication au démarrage qu'il faut pour rentrer dans ce matériau. Comme tu disais, qu'il fallait justement connaître tous les aspects de levage, de transport. Il y avait beaucoup de choses pour pouvoir concevoir proprement un ouvrage bois. Et ça peut tenter d'être dans l'hyper-spécialisation. Donc finalement, on a quand même des bureaux d'études très spécialisés et finalement des bureaux généralistes qui prennent plus de projets et qui ont moins de spécialistes bois. Peut-être que vous, c'est le contre-exemple à CETEC, mais... Ouais, je pense qu'on ne doit pas être nombreux comme ça, mais c'est parce que moi, j'ai vraiment défendu ça auprès de la direction. C'est-à-dire, je leur dis, si vous voulez faire des ouvrages bois, on fait une équipe dédiée au bois. C'est pas... on a un ingénieur pour dire qu'on fait du bois, etc. C'était parce que ça marche pas forcément bien, quoi. Donc, et voilà, on s'y est collé, etc. Mais après, ce que je voulais dire, c'est que je suis toujours un peu surpris quand on parle de tous ces enjeux, ces défis, et de voir en face qu'il y a finalement, je me dis, mais mince, c'est pas possible, quoi. En fait, on n'y est pas du tout, quoi. Je prends même au niveau du CHEB, on prend des stagiaires CHEB chaque année, des fois on les garde, etc. quand on peut, mais c'est des promotions de, je sais pas, 7, 8, 10 gars comparé au chèque, il y a 50, 60, enfin c'est toujours quand même encore beaucoup orienté, je trouve ça assez disproportionné par rapport à tout ce dont on est en train de parler maintenant. Je ne dis pas qu'il faudrait que ça s'inverse, mais je trouve qu'il y a parfois l'équilibre, et je suis toujours étonné par le décalage. Et puisque vous parlez d'équilibre, il y a une équation à résoudre en permanence quand on veut utiliser du bois aujourd'hui, c'est l'équilibre économique et réglementaire à trouver sans arrêt, et technique évidemment. On peut en parler. Il y a des freins pour utiliser le bois aujourd'hui. Quels sont les plus gros freins? Voilà. Là, on est entre le marteau et l'enclume, j'ai envie de dire. En ce moment, c'est quand même assez sport. Mais c'est ce qui fait aussi on parlait d'avancées qui avaient eu lieu grâce justement aux Jeux Olympiques, et aujourd'hui on revient dessus sur certains textes qui avaient été poussés. Non, mais ce qui est super, c'est quand même de voir que la réglementation, la RE 2020 pousse quand même, va dans le bon sens, quoi. Donc voilà, c'est quand même encourageant, et on a envie. Avec des évolutions 2028-2030. Ouais, exactement, et surtout cet aspect l'indice construction, notamment. Voilà, donc tout ça va dans le bon sens.
Et après, en face, forcément, on a ce qu'on va y arriver là, petit à petit. Je sens que voilà, la réglementation fait que, au niveau incendie, elle est en évolution. Donc, on espère qu'avec tous les essais qui vont être faits, etc., elle va aller dans le même sens. Mais pour l'instant, en tout cas, on l'a subie, entre guillemets. Et il y a la partie économique qui est liée à plein de raisons. Alors là, je laisserai plutôt les entreprises peut-être parler, mais c'est vrai que ça part de la conception, mais pas que. Il y a plein d'autres. Et donc, l'équation, en ce moment, elle est assez difficile à trouver, surtout quand on veut aller sur des seuils, 2035, voilà. Oui, parce qu'aujourd'hui, combien de constructions utilisent du bois, le pourcentage? Je ne sais pas, en Ile-de-France, ça dépend si c'est du logement, du bureau, etc. Mais en logement, on doit être à 6-7% peut-être. Ouais, et ça devrait doubler dans les années à venir. En tout cas, ça serait les objectifs. Ça serait doubler, donc. Ah bah oui. Ouais, donc on a une équation économique, on a effectivement aussi des conflits d'usage qui vont se greffer à ça. Mais sur l'aspect, ces équations, je sais que Sophie, vous êtes très engagée sur ça, puisque vous donniez votre exemple tout à l'heure, effectivement, de cette perte justement d'opportunités liées à la réglementation. Oui, alors moi, pour toutes les bonnes raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, je fais partie des grandes convaincues qu'il faut aller de plus en plus sur la construction bois. Et c'est ce que j'ai poussé depuis de nombreuses années maintenant. Mais c'est vrai qu'on est obligé sur certains postes de revenir en arrière, contraint par les problématiques pompiers d'une façon générale, qui surtout ne sont pas les mêmes partout en France. Une réglementation qu'on attend avec une doctrine qui est toujours pas figée. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer comment ça fonctionne, parce que globalement, il y a pas les forcément. pompiers de Paris. Alors là, tu es beaucoup plus expert que moi, mais les pompiers de Paris ont sorti une doctrine il y a 4 ans maintenant, au moins. Ouais, c'est ça. Leur métier, c'est de préserver la sécurité des gens. Donc, il y a effectivement beaucoup de vigilance par rapport aux possibilités d'incendie. Ouais. Et en fonction des lieux, des sites, il y a effectivement des réglementations qui peuvent varier, que ce soit à Paris, à Bordeaux ou d'autres villes. Et il suffit qu'il y ait un événement, je resitue un peu le contexte, un incendie à un endroit, pour que la vigilance soit accrue. Avec effectivement une différence entre la France et d'autres pays. Peut-être que vous pouvez expliquer ça. Oui, différence aussi. C'est vrai que ça fait partie... moi, j'ai quelques permis qui sont bloqués en ce moment pour ces raisons-là. Donc, je sens l'explication que je vous ai donnée la dernière fois. Mais on a... en France, en fait, la façon de défendre nos immeubles, on est sur ce qu'on appelle des défenses passives. Donc le principe, c'est en particulier quand on travaille en bois, aujourd'hui on nous demande de tout encoffrer avec des placo, coupe-feu, etc. C'est vrai que le reste du monde, ce que je vous ai dit quand on avait préparé les choses, est plutôt sur un système de défense active où on part du principe qu'on essaye plutôt que le feu ne prenne pas et donc on l'arrose avec des systèmes d'eau. Après, on appelle le sprinklage. Le sprinklage. Après, moi, je ne suis pas en capacité de dire quelle est la meilleure des solutions. Mais c'est vrai qu'en ce moment, à titre personnel, on a des projets qui sont en cours d'instruction où on nous demanderait de faire les deux. Donc là, c'est là où ça ne va plus du tout au niveau économique. C'est qu'il y a un moment, il faut qu'on prenne une décision. C'est l'un, c'est l'autre, c'est une règle. Industrielle que nous sommes, on trouvera les solutions en face de cette règle. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas tout cumuler. En fait, le problème, c'est plus que finalement les contraintes, c'est des contraintes mouvantes. C'est ça, en fait. Hein. Exactement. Pierre, je vous voyais aussi... Oui, je souscris à ça, mais en fait, avant même ces contraintes-là, avant même la doctrine de Paris, pourquoi est-ce qu'on ne faisait pas aussi beaucoup de bois? Je vais mettre un pavé dans la barre, mais c'est que ça coûte beaucoup plus cher de construire en bois. Enfin, il faut aussi se le dire. C'est-à-dire qu'en fait, on a listé avant toutes les conditions de réussite pour que le bois ne coûte pas plus cher, ou pas trop, à performance égale, parce qu'on a parlé de performance aussi. Et en fait, c'est ça dont il faut parler à l'avenir. Et on a parlé de toutes ces conditions de réussite-là qui sont vraiment essentielles pour que justement le bois soit compétitif. Donc, juste d'un point de vue économique, déjà, avant même les sujets de réglementation, voilà, il faut réussir ce pari-là, de monter en compétence, d'industrialisation, de tout ce qu'on s'est dit. Sinon, en fait, un maître d'ouvrage que je suis, on va pas les payer 20% de notre bâtiment plus cher juste pour faire du bois, quoi. C'est un peu différent lorsqu'on sera en 2028 et en 2031. Avec les paliers de la réglementation environnementale, où effectivement, là, le bois va répondre naturellement à ces paliers, et du coup, en termes de performance, sera comparable. Et du coup, il y a certes un surcoût de performance, mais qui sera intégré dans le prix global.
Donc, première chose. Et deuxième chose, oui, 100% face sur la réglementation. Enfin, moi, je ne comprends pas. Alors là, c'est parce que vraiment, j'ai ma casquette maître d'ouvrage non sachante. Mais je ne comprends pas cet écosystème de réglementation qui est absolument paradoxal, où d'un côté, on a l'État qui nous dit il faut accélérer sur la décarbonation, et ils ont parfaitement raison. C'est même peut-être pas assez vite. On le sait que c'est pas assez vite. Mais on a ces paliers RE 2025, RE 2028, RE 2031. Et en face, on a des doctrines qui vont à l'encontre de l'accomplissement de ces objectifs. Donc concrètement, on est dans un paradoxe là. Et j'ai l'impression que c'est très du cas par cas. Moi, sur mes opérations, c'est au cas par cas. J'ai l'impression que parfois on est soumis, parfois on n'y est pas. Les maîtrises d'œuvre et BET sont plus ou moins sachantes, donc arrivent à trouver plus ou moins d'astuces. Enfin, c'est absolument lunaire, en fait, de travailler de cette manière-là. Didier Sauvage, vous dites que c'est une opportunité finalement dont il faut aussi s'emparer finalement. Bien sûr, parce que il faut aussi être comment dire, clairvoyant et se dire que comme cette réglementation incendie, elle n'a pas été faite notamment en pensant aux matériaux combustibles. De fait, les pompiers voyant arriver cette vague de biosourcés, et aussi le fait de vouloir montrer le bois, parce que en fait la problématique première, c'est pas tant la résistance du bois au feu, ça on la connaît, il n'y a pas de problème, et ils n'ont pas de problème en général. On sait dimensionner une poutre, un poteau, une demi-heure, une heure, etc. Ça, c'est pas un problème. En fait, c'est un problème de réaction au feu. Donc, c'est la contribution du matériau au développement de l'incendie. Et donc, forcément, si on montre, voilà, si on a une surface complète en bois ou si on a juste certaines parois, certains éléments, c'est pas du tout le même risque. Il faut qu'on ait une meilleure idée du comportement du bois. À un moment donné, il faut aussi être juste et se dire, ok, peut-être qu'en fait, on n'avait pas la réponse à toutes les questions parce que on a besoin de faire encore des essais, etc. C'est ce qui est en cours c'est ce qui est en cours, sauf que le temps l'échelle de temps des essais n'est pas la même que celle des besoins de la construction. Donc on est dans cette phase en ce moment un peu schizophrène, quoi. C'est-à-dire voilà, il faut mettre du bois, mais on peut pas parce que si, parce que ça, et donc on trouve des solutions, etc. Mais moi je reste très optimiste, et il y a une autre voie, je pense, pour éviter les redondances dont tu as parlé tout à l'heure, c'est l'ingénierie de la sécurité incendie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi le fait que alors là, la réglementation va sûrement donner des bases forfaitaires pour dire voilà, telle typologie d'ouvrage, on va avoir telle quantité de bois visible ou pas, etc. Bon, voilà. Mais si vous voulez aller au-delà, on peut avec de l'EASY, c'est-à-dire qu'on va modéliser les incendies et on va pouvoir dire oui, là, si on fait l'ouvrage de cette façon-là, il va se comporter de cette façon-là et il faudra du sprinklage ou pas, etc. Je pense que moi, la voie, elle est là. Mais donc, il y a un travail de recherche, de modélisation sur cette question-là pour les 4-5 années à venir. C'est déjà en cours. Et je pense qu'il y a certains SDIS, là, des services de sécurité, qui sont ouverts à ça. Mais effectivement, on est encore dans une phase où il y a certains départements, ils n'ont pas les mêmes connaissances, etc. Et après, je voulais juste dire autre chose qui m'avait vraiment étonné. Je participais aux commissions incendie de la Divebois, et donc les pompiers étaient là, ils témoignaient, ils apportaient toutes les anecdotes, et moi j'ai beaucoup appris quand même beaucoup de choses que je connaissais pas sur le bois, et je fais beaucoup plus attention, mais c'était surtout qu'ils disaient que je crois 80-90% de leur activité c'est le SAMU, c'est le social en fait, et le feu c'était très peu de leur activité. Et ceux qui étaient là, colonels, etc., les commandants, ils avaient une très bonne connaissance, mais ils disaient que la plupart de leurs collègues, finalement, déjà au niveau de l'incendie, ils étaient formés, mais ce n'était pas le gros de leur activité, et alors en bois, encore moins. Et donc, je comprends un peu aussi la problématique. La peur, quoi. Et donc, il y a aussi peut-être une formation à faire de leur côté sur la connaissance peut-être plus du bois, de l'incendie, etc., quoi, pour éviter cette espèce de recul, de frein, quoi. Mais bon, voilà. Le temps court, on va se pencher justement sur ces questions de réglementation. On voit qu'effectivement, il faut que toute la filière pousse, en tout cas tous les acteurs se rassemblent et qu'on trouve des solutions, peut-être grâce d'ailleurs à ce que vous disiez, à des solutions innovantes. Et qui dit innovation dit perspective, et pour se plonger dans les perspectives, il faut aussi, on y vient, Marie Joriot, se pencher aussi sur l'état de la filière. Si on utilise de plus en plus de bois, il faut de la ressource. Or, aujourd'hui, nos forêts ne sont pas toujours en bon état, et d'ailleurs, on n'utilise pas tout le bois disponible, puisqu'il y a
30% des forêts qui est constituée de résineux, et c'est le bois qui est principalement utilisé dans les constructions, 70% de feuillus. Cette partie-là est peu exploitée. Là aussi, il y a des voies d'innovation. Est-ce qu'on peut se pencher sur ces questions justement de ressources et d'état des forêts? Oui, on en a parlé un peu tout à l'heure. Excusez-moi, pardon, mais il y a aussi les forêts publiques, gérées publiquement, et aussi des forêts privées dont la gestion n'est pas forcément claire. Oui, ou qui ne sont pas gérées pour une grande partie des surfaces forestières. Donc il y a un enjeu d'amélioration de la gestion en forêt, effectivement, d'utilisation du bois de crise, j'en parlais tout à l'heure, et d'utilisation, dans la mesure possible, de plus d'essence feuillue. Alors, bois de crise, c'est du bois qui a été, par exemple, scolité. Oui, voilà, donc ça, c'est des résineux. En 2018, il y a eu effectivement un rapport de l'ONF et avec un laboratoire, je ne vais pas le citer tout de suite, mais qui disait que le bois scolité peut être utilisé justement et entrer dans le champ de la ça fait l'objet d'une déclaration du ministre de l'Agriculture en avril dernier sur un plan national d'emploi des bois de crise. Donc ça commence à être bien documenté. Il y a plein d'expérimentations. Ça nécessite juste d'être plus connus. Les bois scolités, c'est plutôt des résineux qui sont classiquement employés en construction, dont on ne sait pas forcément qu'on peut les employer quand ils ont été coupés malades. Et encore faut-il trouver et mettre en lien l'offre et la demande. Et après, effectivement, la majorité des arbres qui poussent en France, c'est des essences feuillues, du chêne, du hêtre, du châtaignier, qu'on utilise très peu en construction, notamment en construction industrialisée. On avait l'habitude d'avoir des poutres en charpente. Ça se fait encore, et il y en a qui le redéveloppent, mais c'est très minoritaire. Il y a des expérimentations. Il y a un immeuble là, qui est en cours de livraison le long des quais de Seine, dans la ZAC Paris-Rive-Gauche, avec des poteaux en hêtre. Donc ça se développe. Il faudrait, si on voulait, dans l'idéal, mettre en lien l'offre et la demande de bois en France, beaucoup plus construire en feuillus. Mais alors, on a parlé des difficultés réglementaires. Là, on est loin derrière. Donc c'est des gros enjeux, mais c'est vrai que c'est assez enthousiasmant aussi de se dire qu'on a toutes ces pistes-là à ouvrir. On construit aujourd'hui beaucoup avec des essences qui poussent dans les pays du Nord, de l'Europe ou d'Amérique. Et la réglementation, elle a été aussi faite pour ces essences. Et la forêt française, elle n'est pas comme ça. On parle de 30 à 50% de la forêt qui est malade, qui risque de disparaître à certains endroits, par exemple dans le bassin, dans les versants grenoblois. C'est un article récemment sorti dans la presse. La forêt, elle est malade pour quelles raisons aussi? Parce que c'est pas drôle, mais on utilise du bois pour justement diminuer notre empreinte carbone, et en fait, cette empreinte carbone affecte justement la ressource bois. Alors, je suis pas une spécialiste, hein, mais en quelques mots, le réchauffement climatique, avec ses différentes manifestations, à la fois, alors les 2 années de sécheresse qu'on a eues en 2022-2023 ont beaucoup affecté la santé des arbres, les fragilisent, donc les rendent plus vulnérables aux parasites. Les racines vont moins en profondeur, ils sont moins résistants. Les incendies, évidemment. Donc il y a une augmentation de la mortalité qui est quand même assez saisissante. C'est plus de 50% d'augmentation de la mortalité sur les 10 dernières années. Donc il y a des vraies inquiétudes. Et si vous vous promenez en forêt, ça se voit à l'œil nu. Hein. Ça fait peur, en fait. Donc il y a l'ONF, il y a l'État qui a mis des crédits, il y a beaucoup de monde qui se mobilise pour aider la forêt à se renouveler. Parce que les pistes qu'on a, qui sont modestes, hein, tout le monde est assez humble face à l'ampleur du phénomène, c'est d'aider au renouvellement forestier en testant de nouvelles essences potentiellement plus adaptées à un futur climat qu'on ne connaît pas forcément. Donc c'est beaucoup des expérimentations. Mais c'est pour ça qu'en tout cas, à l'échelle, par exemple, des pactes bois biosourcés, on accompagne les constructeurs et tout l'écosystème des constructeurs bois pour les sensibiliser à cet état de fait, et le fait qu'effectivement construire, ça peut contribuer à aider à la santé de la forêt, sous réserve que ce soit dans le cadre d'une gestion durable et en accompagnant ces programmes en connaissance de cause. Est-ce qu'il faut aller chercher aussi dans les domaines privés, en fait, et trouver des modes de fonctionnement communs? Vous parliez des forêts privées qui sont
parfois pas entretenue. Je vous vois opiner. Bah sûrement, hein, je veux dire, c'est un peu dommage que 60, je crois que c'est quoi, 75% de la forêt qui est privée, non, c'est ça. Et donc, il faudrait qu'il y ait des incitations où il y a plein de gens qui savent même pas qu'ils ont des bois, hein, honnêtement. Voilà, et donc, il faudrait essayer de mobiliser un peu plus de ressources à ce niveau-là. Ça me paraît évident, mais après, là, j'avoue que ça me dépasse un peu, quoi. On est sur une ligne de crête. Si jamais la demande augmente, il faut aussi demain être capable de satisfaire à la demande. Donc, ouais. Et vous le disiez, c'est une ressource qui se renouvelle uniquement sur du temps long. Et juste un sujet qu'on n'a pas trop abordé, un des enjeux de la stratégie qui est issu qui rentre dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone et qui a bien été mis en évidence par le secrétariat général à la planification écologique, c'est qu'il faut, dans une perspective d'emploi de matériaux renouvelables et de soutien du rôle de pompe à carbone de la forêt à 2050, essayer de privilégier les emplois longs du bois, donc les emplois en construction, et moins les usages de bois énergie. Donc ça, c'est vraiment une hiérarchie des usages du bois qu'il faut collectivement qu'on arrive à faire évoluer. Il y a des pressions, il y a des conflits d'usage, hein. Le bois, ça sert à faire de l'énergie, ça sert à faire plein de matériaux. Des meubles, il y a du bois d'industrie, du papier, etc. Et donc, l'idée, en tout cas de la stratégie nationale bas carbone, c'est une hiérarchie des usages avec les durées de vie les plus longues possibles du matériau bois qui soit privilégié. Allez, un bref tour de table pour finir ces échanges, pour clore ces échanges autour de la ville de demain et la construction bois. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en 2 mots? On commence par vous. Guillaume Royer. Oui, je pense qu'on pourrait justement ajouter le fait que parmi les objectifs, il y a aussi peut-être celui de l'usage du bois sortant, le bois d'œuvre sortant qui n'est pas réutilisé. Aujourd'hui, il y a, je ne sais plus, c'est quelque chose comme 10 mégatonnes de CO2 qui rentrent en tant que bois de longue durée, donc soit sous forme de meubles ou de charpentes, donc protégés, donc qui vont stocker du carbone pendant longtemps. Et il y en a 10 aussi qui sortent du marché, donc qui part dans la nature, voilà, et qui se retransforment en CO2. Et du coup, l'une des possibilités, c'est vraiment aussi d'améliorer le réemploi, donc tout ce qui arrive en sortie d'usage, que ce soit dans justement les charpentes. Le carton, ils en font déjà pas mal, mais bon, voilà, il y a des améliorations par là, et de toute cette filière du réemploi qui est en train de se mettre en place, mais qui est très au ralenti aussi, mais c'est l'avenir aussi du bois, d'une certaine manière. Pierre Etchegoyen, quand on parle de la ville de demain et de construction bois, votre mot. Bon, je n'avais pas prévu la conclusion, mais ça va être un peu naïf, mais ce qu'on se dit là, c'est qu'il faut vraiment qu'on travaille tous ensemble. Moi, je crois que c'est ce que je retiens. Il faut que l'écosystème travaille ensemble. L'écosystème, ça va de l'État jusqu'aux pompiers. Écoutez ce que tu disais tout à l'heure sur les pompiers. On a tous à apprendre les uns des autres. Il faut qu'on travaille mieux ensemble, plus ensemble, pour que justement on puisse réussir ce pari. Vraiment, c'est pour notre bien-être, c'est pour notre futur. C'est ça l'enjeu aussi. Donc voilà, ça me paraît. Et dès maintenant. Dès maintenant. Dès maintenant. Sophie Ménet. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, on est soumis à la réglementation environnementale. On en a parlé de la RE 2025, 2028, 2031 sur les seuils. On sent que les pouvoirs publics ont envie de revenir en arrière. Je pense qu'il faut absolument pas revenir en arrière, parce que c'est ce qui force tout le monde à mettre du bois dans les constructions. C'est ce qui force les industriels à trouver de nouvelles solutions techniques. C'est ce qui nous pousse, et tu l'as bien dit, c'est le seul matériau qui permet réellement une industrialisation. Le fait d'avoir une industrialisation, ça permettra aussi de maîtriser les coûts, de les diminuer, parce qu'aujourd'hui, on est plus cher. Mais si on n'a pas cette volonté d'en mettre de plus en plus, on n'arrivera pas à diminuer ces coûts. Il faut qu'on arrive à industrialiser pour rendre le bois attractif aussi en termes de prix. Donc moi, en tout cas, le petit élément que j'ai envie de dire, c'est continuons, on en a absolument besoin, ne revenons pas en arrière sur les normes, et collectivement, maîtres d'ouvrage, industriels et associations et autres,
Mobilisons-nous pour rester dans ces obligations de progresser au niveau environnemental et surtout de ne pas faire marche arrière. Didier Sauvage. Ouais, bah moi, je reste confiant, honnêtement, quand je vois tout ce que le bois peut emmener comme solution et les opportunités, on en a parlé tout à l'heure, je pense qu'on n'est qu'au début de ce qu'on peut vraiment faire, donc ça va dépendre de plein de choses, évidemment, les investissements, etc. Et surtout quand je vois ce qui se fait à l'étranger, quand même, parce que pendant un temps, on était quand même assez en avance sur, notamment avec la Divebois, la volonté de construire très haut, etc. Et on nous regardait vraiment, pas avec admiration, mais avec beaucoup d'envie. Et depuis, plein de pays ont quand même bien investi dans leur filière et arrivent à faire des ouvrages quand même de belle hauteur. Alors, il ne faut pas faire que des ouvrages de grande hauteur, mais ça montre que quand même, avec de la volonté et puis le soutien des pouvoirs publics et les investissements qui vont bien, on arrive à faire ce qu'il faut et ce qu'on a envie. Donc moi, je reste très confiant par rapport à ça. Et je crois que de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, voilà. Marie Joriot. Moi, ce serait un seul mot, ce serait celui de sobriété qui n'a pas été dit. C'est-à-dire que le bois, c'est renouvelable, mais c'est fragile. Et donc, la sobriété, c'est notre avenir, c'est le seul avenir bas carbone, en fait. Hein. Mais dans le monde de la construction, ça veut dire qu'on construit moins neuf, on réutilise plus l'existant, donc plus de réemploi. Et effectivement, on surélève et on intervient sur les constructions existantes. Et là, il y a aussi un gros champ d'emploi pour le bois. Des réactions dans la salle et également sur Internet, puisque nous faisons cette matinale à la fois en présentiel et en distanciel. Et j'ai des réactions. Allez, je vous en lis une. Il suffirait de voir ce qui se fait chez nos voisins proches, suisses et allemands, qui ne paraissent pas être beaucoup plus propices à la prise de risque que le français, mais ont certainement une approche plus pragmatique. Je pense que là, on nous interroge plus sur la capacité à avoir une approche plus flexible de l'utilisation du bois. Je ne sais pas, quelqu'un veut réagir? De toute façon, ouais, ce qui se passe chez nos voisins allemands. En 2015, ils ont réglé leur problème la question de la réglementation incendie en intégrant le bois à part entière. Et donc, c'est clair et net, voilà. Maintenant, en fonction des niveaux, etc., on peut mettre plus ou moins de bois, etc. Bon, je ne la connais pas par cœur, mais voilà, c'est figé, c'est sanctuarisé, il n'y a plus de problème. Donc ça donne c'est clair. Il faut s'en inspirer. Évidemment. En fait, oui, j'ai l'impression. Après ce qu'on dit, évidemment. Alors, ce qui est nécessaire et pas encore courant, ce sont des cellules, structures capables de maîtriser rapidement une synthèse multimatériaux, béton, acier, bois. On parlait de mixité des usages. Il y a aussi une autre intervention en ce sens. Est-ce que voilà, c'est ça l'avenir? En tout cas, de toute façon, c'est ce qui se fait aujourd'hui. On n'a pas le choix. Ouais. On est d'accord? On n'y pense pas toujours, mais malheureusement, ouais, ce qu'il faut, c'est vraiment que les maîtres d'œuvre soient sensibilisés au fait qu'à un moment donné, la synthèse, c'est crucial, parce que on est sur on en a parlé tout à l'heure, des interventions différentes entre les entreprises qui arrivent avec des éléments complètement préfabriqués, etc., et puis des entreprises du second œuvre qui connaissent pas forcément les particularités, et donc il y a des points sensibles à traiter que ça n'a pas été prévu en termes de mission, on se regarde tous un peu en disant qui c'est qui doit faire la synthèse, et puis finalement personne ne l'a fait vraiment, et on perd du temps, il y a des problèmes, etc. Donc ça, c'est oui. Sophie, vous vouliez... Non ? Non, enfin, je l'ai pas perçu comme étant la synthèse, parce que je suis plus côté maîtrise d'ouvrage que côté maîtrise d'œuvre, mais je le perçois plus dans la question sur l'usage des différents matériaux. Je pense que pendant longtemps, les filières ont cherché un peu à s'opposer. En fait, c'était un peu le tout bois versus le tout pierre versus le tout béton, qui est le meilleur. En fait, on s'en fout. Le principal, c'est de mettre le meilleur matériau au meilleur endroit. D'être en capacité de justement mixer ces matériaux pour avoir la réponse la plus appropriée face à la problématique qu'on a. Construire un bâtiment en R+2 n'a pas du tout les mêmes contraintes techniques que de monter une tour à la Défense. Ne cherchons pas à y appliquer les mêmes méthodes. Et effectivement, c'est cette capacité à venir mixer les matériaux qui fera de nous demain... qui permettra des projets de grande qualité. Quand vous parlez de matériaux, je fais écho à ce que disait Guillaume Royer tout à l'heure, et c'est la porte ouverte aussi
aux circuits courts, aux matériaux en place. Ça peut être de la terre cuite, ça peut être du chanvre, de la paille parfois. Et le bois a cette vertu-là d'amener vers ces nouvelles, vers voilà, l'usage de ces pratiques également. Vos interventions démontrent que la sensibilisation de l'ensemble des acteurs de la chaîne, de l'étudiant à l'architecte, au maître d'ouvrage, maître d'œuvre et industriel, en passant par l'État, les pompiers et les citoyens, est au cœur du déploiement de la filière bois. Formation, information, adaptation, industrialisation, filière, réglementation, voire fiscalité. L'écosystème en place est-il en capacité de mobiliser et structurer cette sensibilisation à tous les échelons? Vous avez 2 heures. Il y a quand même des choses qui existent dans l'écosystème. On a Fibois qui est là, on a Filière hors site qui vient. Oui, mais peut-être que justement, la question c'est est-ce qu'on ne se repose pas sur uniquement Fibois? On voit qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a donc des référents dans le secteur bois, et finalement, certains se reposent sur ça pour, voilà, de temps en temps, comment dire, passer outre. C'est vrai qu'on manque un peu de transversalité. On aime bien le silotage, on aime bien les experts. Verticalité, on aime beaucoup l'expertise. On aime beaucoup l'expertise. C'est pour ça que des associations comme Filière hors site, je trouve ça hyper intéressant parce qu'elles sont multimatériaux. Justement, et elles se font rencontrer, elles sont multimatériaux, elles sont multi-acteurs. Elles se font rencontrer des élus avec des industriels, des architectes avec des maîtres d'ouvrage, etc., etc. Donc effectivement, il en faut davantage sans doute. Ça, c'est sûr. Il y a un enjeu de Il y a un enjeu de formation. Moi, alors, c'est des gens qui sont pas déjà dans le monde du travail, donc c'est un autre sujet. Mais moi, je le vois, j'enseigne aussi en école d'archi. On n'en parle pas assez. C'est pas, on n'a pas changé l'ADN de l'enseignement. Il y a beaucoup d'inertie dans l'enseignement, c'est normal. Et donc, on verdit peu à peu. On ne change pas vraiment le logiciel. Donc, la formation des étudiants est aussi dépendante des profs qu'ils auront eu l'occasion de croiser ou pas. Donc il y a une massification quand même de l'enseignement vis-à-vis de ces questions qu'il faudrait réussir à faire. Ça se fait pas en un an, quoi. C'est un petit peu comme le renouvellement de la ressource en bois. Il faut planter des graines, entretenir. C'est du talent. Est-ce qu'il y aurait éventuellement une question émanant de la salle? Eh bien non, pas de questions. Donc on va clore cette matinale des ponts dédiée au défi de la construction en bois. Retour d'expérience, des acteurs et perspectives. Je pense que ça a été assez complet. Si ça vous donne envie d'en savoir plus, eh bien, il y aura déjà un best-of qui sera fait de la matinale. Et puis sinon, n'hésitez pas à vous pencher sur l'activité de chacun et d'aller voir effectivement quelles réalisations sont en cours ou quelles formations à l'école des ponts. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne journée.